Dans les archives départementales d'une ville portuaire de l'ouest de la France, un registre paroissial daté de 1787 porte une annotation énigmatique écrite d'une main tremblante. Que Dieu pardonne ce qui s'est passé au domaine de Valcourt. Que personne ne parle jamais de cette nuit. 53 ans plus tard, un notaire découvrirait dans les décombres du même domaine une chaîne d'esclaves brisée, encore tachée, et un journal intime scellé dans une boîte de plomb. Avant de plonger dans cette histoire qui a été soigneusement effacée des mémoires, je vous invite à vous abonner à cette chaîne et à me dire dans les commentaires de quelle ville vous nous écoutez. Ces récits du passé nous concernent tous, où que nous soyons. Ce qui suit est l'histoire de la comtesse Isabelle de Valcourt, une femme dont le nom a été méthodiquement supprimé des registres nobiliaires, et d'un homme dont on ne connaîtra jamais vraiment le nom, seulement le surnom qu'on lui avait donné, Samson. La France du XVIIIe siècle était un pays de contrastes violents. Tandis que les philosophes des Lumières débattaient dans les salons parisiens de liberté et d'égalité, les provinces restaient ancrées dans un système féodal rigide où la noblesse exerçait un pouvoir quasi absolu sur ses terres et ses sujets. L'esclavage, officiellement prohibé sur le sol français depuis le XVIe siècle, persistait néanmoins sous des formes détournées, particulièrement dans les domaines isolés, appartenant aux familles ayant fait fortune dans le commerce triangulaire. Le domaine de Valcourt se trouvait dans une région vallonnée de l'ouest du pays, à plusieurs lieues de la côte atlantique, suffisamment éloignée des regards pour que ses maîtres puissent y vivre selon leurs propres règles. La propriété s'étendait sur plus de 300 hectares de terres agricoles, de forêts épaisses et de marécages que les paysans locaux évitaient après la tombée du jour. Au centre du domaine se dressait le château, une bâtisse imposante de pierre grise construite au XVIe siècle avec ses tourelles élancées et ses fenêtres étroites qui ressemblaient à des yeux fermés. La famille de Valcourt avait bâti sa fortune sur le commerce maritime. Pendant 3 générations, leurs navires avaient traversé l'Atlantique, transportant des cargaisons dont on ne parlait qu'à voix basse dans les tavernes du port le plus proche. Officiellement, ils importaient du sucre, du café et de l'indigo. Officieusement, tout le monde savait que les cales de leurs bateaux avaient transporté bien d'autres marchandises avant que ces denrées exotiques n'y soient entreposées. Louis Armand de Valcourt, le père d'Isabelle, était un homme que même ses pairs de la noblesse trouvaient inquiétant. Grand, décharné, avec un visage anguleux que la petite vérole avait ravagé dans sa jeunesse, il régnait sur son domaine avec une cruauté méthodique qui s'étendait aussi bien à ses paysans qu'à sa propre famille. On racontait qu'il avait fait fouetter publiquement un fermier qui avait osé regarder sa fille dans les yeux. On murmurait aussi qu'il avait fait emmurer vivant un valet de chambre surpris à voler une bouteille de vin dans les caves du château. Isabelle était née en 1754, l'unique enfant survivante d'un mariage arrangé entre Louis Armand et une cousine éloignée de la famille royale. Sa mère, fragile et nerveuse, était morte en couche en tentant de donner un héritier mâle à son mari. L'enfant, un garçon, n'avait pas survécu non plus. Cette double tragédie avait transformé Louis Armand en un homme encore plus amer, et Isabelle avait grandi dans l'ombre oppressante d'un père qui la considérait simultanément comme sa seule héritière et comme le symbole vivant de son échec à perpétuer le nom des Valcourt par une lignée masculine. L'enfance d'Isabelle fut solitaire et étrange. Confinée dans les appartements du château, éduquée par une succession de gouvernantes qui ne restaient jamais longtemps, elle développa une personnalité complexe, tissée de contradictions. Intelligente et cultivée, elle lisait avec avidité les ouvrages de la bibliothèque familiale, particulièrement attirée par les récits de voyage et les traités philosophiques que son père jugeait inappropriés pour une jeune fille. Mais elle était aussi profondément marquée par l'isolement et par les méthodes autoritaires de son père. À 15 ans, Isabelle avait déjà la réputation dans la région d'être une jeune femme aussi belle qu'étrange. Grande pour son âge, avec une chevelure noire comme le charbon qui contrastait violemment avec sa peau d'une pâleur presque maladive, elle possédait des yeux gris-vert dont l'intensité mettait mal à l'aise ceux qui croisaient son regard. Les rares fois
où elle apparaissait lors des messes dominicales à la petite église du village. Les paysans remarquaient qu'elle ne baissait jamais les yeux, même devant le curé, ce qui était considéré comme un signe d'orgueil intolérable chez une femme, fût-elle noble. Son père avait tenté à plusieurs reprises de lui arranger un mariage, mais ses efforts s'étaient tous soldés par des échecs inexpliqués. Un jeune comte était mort subitement d'une fièvre violente 3 jours avant la signature du contrat. Un baron avait été retrouvé pendu dans ses écuries la veille de sa visite au domaine de Valcourt. Un marquis avait rompu les négociations sans explication après une unique rencontre avec Isabelle. Les langues commençaient à se délier. Dans les chaumières, on murmurait que la jeune comtesse portait malheur, qu'elle était marquée par quelque chose d'obscur. En 1773, alors qu'Isabelle avait 19 ans, Louis Armand fut victime d'une attaque qui le laissa partiellement paralysé. Du jour au lendemain, le maître absolu du domaine se retrouva cloué dans un fauteuil, incapable de parler clairement, bavant dans sa chemise de nuit, réduit à communiquer par des grognements et des regards haineux. Les médecins appelés de la ville ne purent rien faire. Certains affirmèrent en privé que le comte avait été empoisonné. Mais aucune preuve ne vint étayer cette théorie et personne n'osa la formuler publiquement. Ce fut Isabelle qui prit les rênes du domaine. À la surprise générale, elle se révéla une gestionnaire avisée, maintenant les revenus de la propriété et traitant avec les marchands avec une habileté que son père, dans ses meilleurs jours, n'avait jamais possédée. Mais elle gouvernait aussi avec une froideur qui glaçait le sang. Les punitions qu'elle infligeait aux serviteurs fautifs étaient mesurées et précises, jamais brutales, mais toujours humiliantes, calculées pour briser l'esprit plutôt que le corps. Le domaine de Valcourt employait une 50aine de domestiques et d'ouvriers agricoles. Parmi eux, une dizaine occupaient une position particulière. Ils travaillaient exclusivement dans les parties les plus reculées de la propriété, vivaient dans des bâtiments séparés près des anciennes écuries et ne se mêlaient jamais aux autres serviteurs. Ces hommes, tous de grande stature et à la peau sombre, étaient officiellement enregistrés comme des domestiques contractuels dans les livres de compte du château. En réalité, c'étaient les derniers vestiges d'une pratique que la famille de Valcourt avait maintenue malgré les lois du royaume. L'été de 1777 fut exceptionnellement chaud dans la région. La chaleur étouffante qui s'abattit sur le domaine en juillet semblait peser sur tout et tous comme une chape de plomb. Les récoltes souffraient, les animaux étaient nerveux et une atmosphère d'oppression presque palpable s'installait entre les murs du château. C'est durant cet été étouffant qu'arriva au domaine un nouvel domestique contractuel. Les circonstances de son arrivée restèrent toujours floues. Certains racontèrent plus tard qu'il avait été acheté clandestinement à un capitaine de navire dans le port, d'autres qu'il provenait des colonies et avait été transféré illégalement en France par des intermédiaires corrompus. Ce qui était certain, c'est que l'homme qui franchit les grilles du domaine de Valcourt en ce mois de juillet possédait une présence physique extraordinaire. Il mesurait près de 6 pieds, une taille impressionnante pour l'époque. Sa musculature était développée de façon exceptionnelle, probablement le résultat d'années de travail forcé dans les plantations. Mais c'était son visage qui frappait le plus. Des traits nobles, presque aristocratiques, qui contrastaient violemment avec sa condition. Et surtout, un regard d'une intelligence perçante qui semblait tout observer, tout analyser, tout comprendre. Le régisseur du domaine, un homme épais nommé Guillaume Ferrand qui gérait les aspects pratiques de la propriété, l'avait surnommé Samson, en référence au géant biblique. Le nom resta. On ne sut jamais comment l'homme s'appelait vraiment. Les documents officiels le désignaient simplement comme le nègre numéro 7. Mais tout le monde au domaine l'appelait Samson. Isabelle l'aperçut pour la première fois 2 jours après son arrivée. Elle inspectait les travaux de réfection des écuries quand elle le vit, torse nu, sous le soleil accablant, en train de soulever des poutres que 3 hommes peinaient habituellement à déplacer. Elle s'arrêta net. Quelque chose dans la façon dont il bougeait, dans la puissance contenue de chaque geste, la fascina immédiatement.
Mais ce fut lorsqu'il leva les yeux vers elle, la fixant directement pendant 3 secondes avant de baisser le regard comme il était censé le faire, qu'elle sentit une sensation étrange lui parcourir le corps. Ce soir-là, elle convoqua Ferrand dans son bureau. Le nouveau, celui qu'on appelle Samson. D'où vient-il exactement? Ferrand sembla mal à l'aise. Madame la comtesse, il vaut mieux ne pas trop poser de questions sur l'origine de ces hommes. Vous le savez, votre père. Mon père est un légume qui bave dans son fauteuil, coupa-t-elle d'une voix glaciale. C'est moi qui pose les questions maintenant. D'où vient-il? Ferrand hésita puis céda. Il aurait travaillé dans les plantations de sucre à Saint-Domingue, madame. Propriété de la famille Deschamps. Apparemment, il y a eu un incident là-bas, une révolte étouffée, et plusieurs hommes ont été vendus discrètement pour éviter qu'ils contaminent les autres esclaves. Il est arrivé au port, il y a 3 semaines. J'ai des contacts qui m'ont prévenu. Étant donné sa force exceptionnelle, j'ai pensé qu'il serait utile ici. Une révolte? Il était l'un des meneurs? Je ne sais pas, madame. Peut-être. Ou peut-être simplement assez fort pour qu'on préfère s'en débarrasser. Ces hommes-là, quand ils sont trop conscients de leur force, deviennent dangereux. Isabelle sourit légèrement. Dangereux. Oui, je suppose que c'est le bon mot. Dans les semaines qui suivirent, Isabelle trouva des prétextes de plus en plus fréquents pour inspecter les parties du domaine où Samson travaillait. Elle le regardait de loin, notant chaque détail. La façon dont les autres domestiques contractuels le respectaient instinctivement. Comment il accomplissait en 2 heures ce que d'autres mettaient une journée à faire. La manière dont il gardait toujours le dos droit, malgré l'épuisement visible dans ses gestes en fin de journée. Mais ce qui la fascinait le plus, c'était son regard. Contrairement aux autres hommes dans sa situation, qui avaient appris à garder les yeux baissés en présence des maîtres, Samson possédait une capacité troublante à vous fixer pendant exactement le temps nécessaire pour établir qu'il était conscient, intelligent, présent, avant de détourner les yeux avec une lenteur calculée qui ressemblait presque à du mépris. Un soir de la fin août, alors que la chaleur ne diminuait toujours pas malgré la tombée du jour, Isabelle convoqua Ferrand une nouvelle fois. « Je veux que Samson soit transféré au château. Il travaillera au jardin et aux réparations intérieures. » Ferrand la regarda avec inquiétude. « Madame, ce n'est pas prudent d'amener un de ces hommes si près des appartements privés. Ils doivent rester dans les bâtiments extérieurs, c'est la règle établie par votre père pour de bonnes raisons. Mon père établissait beaucoup de règles stupides. Celle-ci en fait partie. Faites ce que je vous dis. Madame, je me permets d'insister. Ces hommes ne sont pas comme nos domestiques ordinaires. Ils ont été arrachés à leur terre, enchaînés, traités comme des bêtes. La colère dort en eux comme un feu sous la cendre. Les tenir à distance est une question de sécurité. » Isabelle se leva, s'approcha de Ferrand jusqu'à ce que leurs visages ne soient qu'à quelques pouces l'un de l'autre. Quand elle parla, sa voix était douce, mais chargée de menaces. « Ferrand, vous m'êtes utile. Vous connaissez les secrets de ce domaine, les arrangements que mon père avait pris, les contacts nécessaires pour maintenir certaines pratiques. Mais ne vous y trompez pas. Vous êtes un employé, un serviteur qualifié, certes, mais un serviteur néanmoins. Si je décide que Samson doit travailler au château, il travaillera au château. Est-ce que je me fais bien comprendre ?» Ferrand pâlit et acquiesça. « Oui, madame la comtesse. Bien, il commencera demain. » Les premières semaines de la présence de Samson au château furent marquées par une tension souterraine que tous les domestiques percevaient sans pouvoir l'expliquer. Il travaillait aux réparations diverses, déplaçait des meubles, entretenait les jardins visibles depuis les fenêtres des appartements principaux. Et partout où il allait, tôt ou tard, Isabelle apparaissait. Au début, elle maintenait les apparences. Elle inspectait son travail, donnait des ordres brefs, puis repartait. Mais progressivement, les visites se firent plus longues. Elle restait là, debout, à le regarder travailler en silence. Parfois, elle lui posait des questions. « Tu parles français, n'est-ce pas ?» Samson continua à réparer la balustrade du balcon où il travaillait avant de répondre sans la regarder. « Oui, madame. Où as-tu appris ?»
À Saint-Domingue, madame. Le contremaître exigeait qu'on comprenne les ordres. Tu sais lire? Une hésitation imperceptible. Non, madame. C'était un mensonge, Isabelle en était certaine. Elle l'avait surpris quelques jours plus tôt en train de regarder un livre de contes laissé sur une table dans le salon qu'il nettoyait. Ses yeux bougeaient sur les lignes d'une façon qui ne trompait pas. « Ne me mens pas », dit-elle doucement. « Je n'aime pas qu'on me mente. » Samson s'arrêta de travailler. Arrêta. Il se tourna lentement vers elle, et pour la première fois, il la regarda vraiment, longuement, directement dans les yeux. Ce qu'elle vit dans ce regard la frappa comme un coup physique. De la colère, oui, profonde et ancienne, mais aussi de l'intelligence, de la fierté et quelque chose d'autre qu'elle ne parvenait pas à identifier. Le contremaître qui m'a appris à lire a été pendu quand le maître l'a découvert, dit-il d'une voix basse et contrôlée. Apprendre à lire est considéré comme dangereux pour les hommes dans ma position. Cela donne des idées. Cela fait comprendre que les lois sont écrites par des hommes, et que ce que les hommes écrivent, d'autres hommes peuvent le changer. Le silence qui suivit était chargé d'électricité. Isabelle aurait dû le faire fouetter pour avoir osé lui parler ainsi. N'importe quel maître aurait réagi avec violence face à une telle insolence à peine voilée. Au lieu de cela, elle sentit son cœur battre plus vite. « Quelles idées as-tu eues en apprenant à lire ?» demanda-t-elle. « Que je ne suis pas une bête, madame. Que je suis un homme comme celui qui me tient enchaîné. Que la seule différence entre nous est que lui est né avec le droit de tenir une chaîne, et moi avec celle d'une portère. Et tu es donc tous ceux qui sont nés avec ce droit. Je hais la chaîne, madame. Pas forcément celui qui la tient. Celui qui la tient peut la lâcher s'il le décide. La chaîne, elle, ne lâche jamais seule. » Isabelle s'approcha d'un pas. « Et si je lâchais ta chaîne, que ferais-tu ?»« Vous ne pouvez pas, madame. »« Pourquoi pas? C'est mon domaine. Je peux faire ce que je veux. »« Non, madame, ce n'est pas votre domaine. C'est celui de votre père, et les lois du royaume sont au-dessus même de votre père. Les documents qui m'ont amené ici existent. Les gens savent que je suis là. Si vous me libériez, d'autres viendraient me reprendre, et vous seriez punis pour avoir enfreint la loi. Tu sembles savoir beaucoup de choses sur les lois. J'ai eu beaucoup de temps pour observer et comprendre, madame. Quand on ne peut pas agir, on apprend à penser. » Cette conversation marqua un tournant. À partir de ce jour, quelque chose changea entre Isabelle et Samson. Les visites de la comtesse se firent quotidiennes. Elle lui apportait des livres, officiellement pour décorer les pièces qu'il nettoyait, mais elle les laissait ouverts à des pages spécifiques. Des traités de Rousseau, de Voltaire, des passages sur la liberté naturelle de l'homme, sur l'égalité fondamentale des êtres humains. Un soir, elle le convoqua dans la bibliothèque, après que tous les autres domestiques se furent retirés. Quand il entra, elle était assise près de la cheminée malgré la chaleur persistante de l'été. Elle ne portait qu'une robe de chambre légère, ses cheveux défaits tombant sur ses épaules. La scène aurait été scandaleuse si quelqu'un l'avait vue. « Ferme la porte », dit-elle. Samson hésita, puis obéit. Il resta debout près de l'entrée, gardant une distance respectueuse. « Approche. Madame, ce n'est pas convenable. Beaucoup de choses dans ce château ne sont pas convenables. Approche. » Il fit quelques pas en avant. Dans la lumière dansante du feu, son visage révélait une tension extraordinaire, comme s'il était tiraillé entre des forces opposées. « Tu me trouves belle ?» demanda Isabelle. La question flottait dans l'air comme une menace. Samson savait que n'importe quelle réponse pourrait être dangereuse. « Je n'ai pas le droit d'avoir d'opinion sur l'apparence de ma maîtresse, madame. Ce n'est pas ce que je t'ai demandé. Je t'ai demandé si tu me trouvais belle. » Un long silence. Puis, très doucement, « Oui, madame. Tu me désires ?» Cette fois, Samson ne répondit pas. Sa mâchoire se contracta, ses mains se serrèrent en poing. Isabelle se leva, s'approcha de lui. Elle était grande pour une femme, mais il la dépassait toujours d'une demi-tête. Elle leva la main, toucha sa joue du bout des doigts. Il ne bougea pas, mais elle sentit un tremblement parcourir son corps. « Tu crois que je ne sais pas ce que c'est que d'être enchaînée ?» murmura-t-elle.
Tu crois que parce que je suis né dans ce château, je suis libre? J'ai été élevé dans une cage dorée, éduqué à me taire, à obéir, à être joli et docile. On m'a préparé à être vendu au plus offrant, comme une jument de bonne lignée. La seule raison pour laquelle je n'ai pas été marié, c'est que les prétendants continuent à mourir ou à s'enfuir. Peut-être suis-je maudite, peut-être suis-je dangereuse. Mais je sais ce que c'est que d'être prisonnière. Ce n'est pas la même chose, madame, dit Samson d'une voix rauque. Vous êtes prisonnière dans un palais. Moi, je suis prisonnier de ma peau. Alors nous sommes tous les deux prisonniers de ce que nous sommes nés. Mais ici, maintenant, nous pourrions oublier. Ne serait-ce qu'un moment. Elle prit sa main, la posa sur sa taille. Samson ferma les yeux, et quand il les rouvrit, quelque chose s'y était brisé. Vous ne comprenez pas ce que vous faites, madame. Si, je comprends parfaitement. Si quelqu'un nous découvre, je serai tué. Torturé d'abord probablement, puis tué. Personne ne nous découvrira. Et vous, madame, que se passera-t-il pour vous? Elle sourit, un sourire froid et triste. Je suppose qu'on dira que j'ai été forcé, violé par un esclave sauvage. On te tuera quand même, et j'hériterai de la sympathie de toute la région. C'est comme cela que fonctionnent ces choses dans notre monde, n'est-ce pas? Vous êtes cruelle, madame. Je suis honnête. C'est différent. Ce qui commença cette nuit-là dans la bibliothèque devint une routine secrète et obsessionnelle. Plusieurs fois par semaine, après que le château se fût endormi, Isabelle faisait venir Samson dans ses appartements. Ce qui s'y passait dépassait largement le cadre d'une simple transgression sociale. Isabelle avait grandi dans la solitude et la répression, élevée par un père tyrannique dans un environnement où elle n'avait aucun pouvoir réel. Son intelligence vive et son caractère fort avaient été systématiquement étouffés par les conventions sociales et les attentes placées sur elle en tant que femme de la noblesse. Quand elle avait pris le contrôle du domaine après l'attaque de son père, elle avait découvert l'ivresse du pouvoir, mais c'était un pouvoir limité, exercé dans l'ombre, toujours susceptible d'être contesté. Avec Samson, elle découvrait une autre forme de pouvoir, plus personnelle et plus complexe. Elle pouvait l'ordonner de venir à elle, et il devait obéir. Mais, une fois la porte fermée, dans l'intimité de ses chambres, s'établissait entre eux un équilibre étrange où elle n'était plus seulement la maîtresse et lui l'esclave. Samson était un homme éduqué par la souffrance et l'observation. Il avait appris à lire les gens, à comprendre leurs faiblesses, leurs désirs, leurs peurs. Il voyait en Isabelle quelqu'un d'aussi prisonnier que lui, même si les barreaux de sa cage étaient invisibles. Cette compréhension créait entre eux une connexion troublante qui dépassait la simple relation de pouvoir. Mais Isabelle, dans sa fascination et son obsession grandissante, franchit progressivement des limites que même elle n'aurait pas cru pouvoir franchir. Au début, elle voulait simplement qu'il soit là, présent, qu'il la regarde comme un homme regarde une femme qu'il désire, et non comme un serviteur regarde sa maîtresse. Mais bientôt, cela ne suffit plus. Elle commença à donner des ordres plus explicites, à exiger des choses qui le plaçaient dans des positions d'humiliation ou de soumission totale. Ce n'était pas de la simple cruauté physique, c'était quelque chose de plus complexe et de plus sombre, un besoin de posséder complètement, de contrôler chaque aspect de l'autre. Elle lui faisait lire à haute voix des passages de livres interdits, pendant qu'elle se déshabillait lentement devant lui, lui interdisant de la toucher ou même de la regarder autrement que dans les yeux. Elle l'obligeait à rester agenouillée près de son lit pendant qu'elle feignait de dormir, testant sa capacité à rester immobile pendant des heures. Elle lui murmurait à l'oreille des confessions troublantes sur ses pensées les plus sombres, forçant ainsi une intimité psychologique qui était peut-être plus violente que n'importe quelle brutalité physique. Et puis vint la nuit où elle franchit la ligne définitive. C'était début octobre. La chaleur de l'été avait enfin cédé place à la fraîcheur automnale. Les feuilles des arbres du domaine commençaient à virer au rouge et à l'or. Cette nuit-là, Isabelle avait bu plus que de coutume. Quand Samson entra dans ses appartements, il la trouva debout près de la fenêtre,
fixant l'obscurité du parc. « Tu sais ce que j'ai réalisé aujourd'hui » dit-elle sans se retourner. « Que je peux te faire faire n'importe quoi, n'importe quoi. Tu ne peux pas refuser, tu ne peux pas te rebeller, tu ne peux même pas te plaindre. »« Oui, madame, » répondit Samson d'une voix neutre. « Ce pouvoir absolu que j'ai sur toi, c'est grisant. C'est peut-être la seule chose vraie dans ma vie. Tout le reste n'est que théâtre et faux semblants. Mais toi et moi, ici, c'est réel. » Elle se tourna vers lui. Ses yeux brillaient d'une intensité fébrile. « Je veux que tu me prennes, » dit-elle. « Pas comme les autres fois où c'était presque tendre. Je veux que tu me prennes comme si tu me haïssais. Comme si j'étais responsable de tout ce qui t'est arrivé. Je veux sentir ta rage. »« Madame, c'est un ordre. Je ne peux pas faire ça, madame. »« Pourquoi ? Parce que tu as peur de me faire mal ? Parce que si je libère cette rage dont vous parlez, je ne suis pas sûr de pouvoir la contrôler. »« Tant mieux. Je ne veux pas que tu la contrôles. » Ce qui se passa cette nuit-là marqua le début d'une escalade qui terrorisait Samson autant qu'elle semblait fasciner Isabelle. Elle le poussait constamment à franchir des limites, à être plus brutal, plus dominant, plus incontrôlé. Et lui, pris dans un piège impossible, oscillait entre le dégoût de lui-même et une colère grandissante qu'il ne pouvait diriger nulle part. Parce que la vérité insupportable, c'était que même dans ces moments où elle lui ordonnait de la dominer, il restait l'esclave et elle la maîtresse. C'était elle qui orchestrait tout, qui donnait les permissions, qui fixait les règles. Il n'avait aucun pouvoir réel. Sa force physique, sa rage contenue, tout cela n'était qu'un outil qu'elle utilisait pour ses propres besoins psychologiques. Les semaines passèrent, et la situation devint de plus en plus instable. Les domestiques du château commençaient à remarquer des choses étranges. Isabelle était souvent fatiguée, parfois marquée de petites contusions qu'elle dissimulait sous ses vêtements. Samson, lui, semblait de plus en plus tendu, son regard devenant plus dur, ses gestes plus brusques quand il travaillait. Ferrand, le régisseur, n'était pas stupide. Il avait deviné ce qui se passait, ou du moins en avait une idée générale. Un soir, il prit son courage à deux mains et confronta Isabelle. « Madame, je dois vous parler de Samson. Que lui reprochez-vous? Il accomplit son travail de façon exemplaire. Ce n'est pas son travail qui m'inquiète, madame, ce sont les rumeurs. » « Quelles rumeurs? » Les domestiques parlent, ils disent que vous le faites venir dans vos appartements, tard le soir, seul. Isabelle le regarda avec une froideur glaciale. Et alors? C'est mon droit de convoquer n'importe quel serviteur à n'importe quelle heure, pour n'importe quelle raison. Madame, vous ne comprenez pas. Si ces rumeurs sortent du château, si elles atteignent les oreilles de vos pères, les conséquences seraient catastrophiques. Pour vous, pour le domaine, pour Samson, vous voulez dire. C'est lui qui vous inquiète vraiment, n'est-ce pas? Vous avez peur que je fasse quelque chose qui le mettrait en danger. Madame, soyez réaliste. Si on découvre qu'une comtesse entretient une relation inappropriée avec un esclave, peu importe comment c'est arrivé, peu importe qui était responsable, c'est lui qui sera puni. Vous le savez aussi bien que moi. On le torturera pour qu'il avoue qu'il vous a forcé, puis on le tuera publiquement pour l'exemple. Alors assurez-vous que personne ne le découvre, répondit Isabelle sèchement. C'est votre travail, non? Gérer les affaires délicates du domaine. Ferrand pâlit. Madame, je vous en supplie, mettez fin à cela, avant qu'il ne soit trop tard. Sortez, Ferrand. Et si je vous entends parler de cette affaire à qui que ce soit, vous rejoindrez ce valet que mon père a fait emmurer dans les caves. » Mais l'avertissement de Ferrand avait planté une graine d'inquiétude dans l'esprit d'Isabelle. Pas parce qu'elle craignait pour sa réputation ou même pour Samson, mais parce qu'elle réalisait que sa situation était précaire. Elle contrôlait Samson par le pouvoir que lui conférait sa position, mais ce pouvoir dépendait entièrement du secret. Si l'affaire devenait publique, même son statut ne la protégerait pas complètement, et Samson serait effectivement perdu.
Cette prise de conscience, loin de la faire reculer, sembla au contraire intensifier son obsession. Comme si le danger lui-même était une partie excitante de ce jeu terrible qu'elle jouait. L'hiver arriva, apportant avec lui un froid mordant qui s'infiltrait dans les vieux murs du château. Le père d'Isabelle, Louis Armand, toujours cloué dans son fauteuil, semblait se détériorer rapidement. Les médecins prédirent qu'il ne passerait pas le printemps. Sa mort imminente ajoutait une nouvelle dimension à la situation déjà tendue. Car si Louis Armand mourait, Isabelle hériterait officiellement du domaine et de tous ses biens. Mais en tant que femme célibataire, elle serait aussi placée sous la tutelle d'un cousin éloigné, un certain Édouard de Valcourt, qui vivait à Paris et qui n'avait jamais caché son désir de mettre la main sur les terres familiales. Édouard était connu pour ses opinions conservatrices et sa cruauté envers ses propres serviteurs. Si jamais il découvrait la relation entre Isabelle et Samson, il utiliserait cette information pour la déshonorer et prendre le contrôle du domaine. Une nuit de janvier particulièrement glaciale, Isabelle convoqua Samson plus tard que d'habitude. Quand il entra, il la trouva assise devant son secrétaire, des documents étalés devant elle. « Mon père va mourir bientôt », dit-elle sans préambule. « Quand cela arrivera, mon cousin viendra prendre possession du domaine. Il me laissera peut-être y vivre, comme une invitée dans ma propre maison. Mais le vrai pouvoir sera à lui. » Samson ne dit rien, attendant de comprendre où elle voulait en venir. « J'ai passé les dernières semaines à examiner les documents concernant toi et les autres. Les papiers qui prouvent votre statut. Ils sont tous ici, dans ce coffret. » Elle désigna une petite boîte de fer sur le bureau. « Si ces documents disparaissaient, tu comprendrais ? Officiellement, tu n'existerais plus en tant qu'esclave. Tu serais juste un homme sans papier. Ce qui n'est pas idéal, mais infiniment mieux que ta situation actuelle. » Pour la première fois depuis longtemps, Samson sembla véritablement surpris. « Pourquoi me dites-vous cela, madame ? Parce que je vais détruire ces documents. Cette nuit, et demain matin tu partiras. Je te donnerai de l'argent, suffisamment pour atteindre un port et peut-être acheter un passage sur un navire. Vous voulez que je m'enfuie ? Je veux que tu sois libre, vraiment libre. Avant que mon cousin n'arrive et ne transforme cet endroit en enfer pour tous ceux qui y vivent. » Un long silence suivit. Quand Samson parla à nouveau, sa voix était étranglée par une émotion qu'il ne parvenait plus à contenir. « Pourquoi faites-vous cela maintenant ?» Isabelle se leva, s'approcha de lui. Pour la première fois depuis qu'ils se connaissaient, il y avait quelque chose de vulnérable dans son expression. « Parce que je me suis rendu compte de quelque chose, » dit-elle doucement. « Au début, je pensais que je te faisais venir ici pour mon plaisir, pour exercer mon pouvoir, pour satisfaire mes désirs. Mais ce n'était pas ça. Je te faisais venir ici parce que tu es la seule personne dans ce château qui ne me craint pas vraiment, qui me voit tel que je suis. Et je crois que quelque part dans ce jeu terrible que nous avons joué, j'ai commencé à tenir à toi. D'une manière tordue, certes, mais réelle. Vous tenez à moi, répéta Samson lentement. Et c'est pour cela que vous voulez que je parte. C'est pour cela que je veux que tu vives. Si tu restes, tu mourras. Peut-être pas demain, peut-être pas l'année prochaine, mais un jour cette situation explosera et tu en paieras le prix. Je ne veux pas que cela arrive. » Samson la regarda longuement. Son visage passait par une succession d'expressions. Incrédulité, colère, quelque chose qui ressemblait presque à de la tendresse, puis une résolution terrible. « Non, » dit-il finalement. « Quoi ? Je ne partirai pas. Tu es fou. C'est ta seule chance de... » « Ma seule chance de quoi ?» coupa-t-il, sa voix montant pour la première fois. « De fuir comme un voleur dans la nuit ? De passer le reste de ma vie à me cacher, sans papier, sans identité, toujours à craindre d'être découvert et remis en chaîne ? Ce n'est pas la liberté, madame. C'est juste une autre forme de prison. Mais tu serais vivant. Pour faire quoi ? Vous croyez que je peux simplement partir et oublier ? Oublier ces mois passés ici ? Oubliez ce que vous m'avez fait, ce que je suis devenu. » Isabelle recula, comme s'il l'avait frappé. « Ce que je t'ai fait,
Je t'ai jamais forcé à... Si, coupa-t-il brutalement. Vous m'avez forcé. À chaque instant, chaque nuit où vous m'avez convoqué, c'était un ordre auquel je ne pouvais désobéir. Vous appelez ça du désir, de la passion, de la connexion. Moi, j'appelle ça ce que c'est. Vous m'avez utilisé pour vos propres besoins, en me laissant croire que j'avais un choix alors que je n'en avais aucun. Les mots frappaient Isabelle comme des coups de fouet. Elle voulut protester, nier, mais quelque chose dans son regard l'arrêta. Parce qu'elle savait qu'il avait raison. Elle avait rationalisé, s'était dit que puisqu'il la désirait aussi, puisqu'il participait, c'était différent. Mais ça ne l'était pas. Le pouvoir qu'elle avait sur lui corrompait tout, rendait impossible tout véritable consentement de sa part. « Je suis désolée », murmura-t-elle, et pour la première fois de sa vie, elle le pensait vraiment. « Je suis tellement désolée. Vos excuses ne changent rien, madame, le mal est fait. Alors que veux-tu? Si tu ne pars pas, que veux-tu » Samson s'approcha d'elle. Dans la lumière tremblante des bougies, son visage était un masque de rage contenue et de désespoir. « Je veux que vous sachiez ce que ça fait, » dit-il doucement. « Je veux que vous compreniez vraiment ce que vous avez fait. » Il leva la main, toucha son cou. Isabelle sentit ses doigts chauds et fermes contre sa peau. Elle aurait dû avoir peur, mais étrangement, elle n'en éprouvait aucune. « Je pourrais vous tuer maintenant, » continua-t-il. « Ce serait si facile. Mes mains autour de votre cou, quelques secondes, et tout serait fini. Pour vous, pour moi, pour ce cauchemar. Alors fais-le, » murmura Isabelle. Ils restèrent ainsi, figés, pendant ce qui sembla une éternité. Puis, lentement, Samson retira sa main. Non, ce serait trop simple, trop rapide. Vous ne comprendriez pas. Il recula, se dirigea vers la porte. Avant de sortir, il se retourna une dernière fois. Gardez vos documents, madame. Gardez votre liberté factice. Moi, je resterai ici, dans mes chaînes, parce que c'est ce que je mérite pour avoir laissé cette situation continuer si longtemps. Et vous, vous vivrez avec la conscience de ce que vous m'avez fait. Ce sera votre punition. La porte se referma derrière lui, et Isabelle resta seule dans la pièce glaciale, tremblante, comprenant qu'elle avait perdu quelque chose qu'elle ne pourrait jamais récupérer. Les semaines qui suivirent cette confrontation furent marquées par un changement radical. Samson ne venait plus dans les appartements d'Isabelle. Elle ne l'appelait plus. Ils se croisaient parfois dans les couloirs ou dans les jardins, mais ne se parlaient plus. Le silence entre eux était plus lourd que n'importe quelle conversation. Isabelle commença à se détériorer visiblement. Elle dormait mal, mangeait peu, passait de longues heures enfermée dans ses appartements. Les domestiques murmuraient qu'elle devenait comme son père dans ses dernières années de santé, rongée par quelque chose d'invisible. Louise Armand mourut par une nuit de février, étouffée par ses propres fluides corporels dans une agonie qui dura plusieurs heures. Sa mort ne suscita aucun chagrin, seulement du soulagement. Isabelle organisa des funérailles discrètes. Quelques jours plus tard, son cousin Édouard arriva de Paris avec une petite suite de serviteurs et de clercs. Édouard de Valcourt était un homme corpulent d'une quarantaine d'années, au visage rougeaud et aux manières brusques. Dès son arrivée, il se mit à examiner les comptes du domaine avec une avidité mal dissimulée. Il trouva tout à son goût, à l'exception d'un détail qui attira immédiatement son attention. « Ces hommes qui travaillent dans les bâtiments extérieurs, » dit-il un soir au dîner, « les domestiques contractuels, où sont les documents qui régularisent leur situation ?» Isabelle sentit son sang se glacer. « Les documents sont en ordre, mon père s'occupait de ses affaires. Justement, j'aimerais les voir, pour m'assurer que tout est conforme aux lois actuelles. Vous savez que le roi a émis de nouveaux édits concernant le statut des personnes de couleur en France. Il serait fâcheux de se retrouver en infraction. » Cette nuit-là, Isabelle se rendit dans le bureau où étaient conservés les documents sensibles. Le coffret de fer était toujours là, avec les papiers concernant Samson et les autres. Elle l'ouvrit, feuilleta les documents. Chaque page représentait une vie, une identité volée, une liberté niée. Une folie s'empara d'elle.
En quelques minutes, elle avait allumé un feu dans la cheminée et jeté tous les documents dans les flammes. Elle regarda le papier se tordre, noircir, se réduire en cendres. Quand ce fut terminé, elle réalisa l'ampleur de ce qu'elle venait de faire. Sans ces documents, les hommes comme Samson n'avaient plus de statut légal. Ils étaient libres en théorie, mais aussi extrêmement vulnérables. N'importe qui pourrait prétendre qu'ils étaient des fugitifs, des criminels. Et Édouard, privé de ses preuves de propriété, serait furieux. Le lendemain matin, quand Édouard apprit la disparition des documents, sa réaction fut exactement celle qu'Isabelle avait anticipée. Il explosa de rage, accusa les domestiques de vol, menaça d'appeler les autorités. Isabelle prétendit ne rien savoir, suggéra que peut-être son père avait détruit les papiers avant de mourir, conscient qu'ils étaient compromettants. « Ces hommes vont partir immédiatement », déclara Édouard. « Sans papiers, je ne peux pas les garder ici. S'ils sont découverts, c'est moi qui serai tenu responsable. Qu'ils dégagent, et bon débarras. » Il donna l'ordre à Ferrand de congédier tous les domestiques contractuels dans la journée. Ferrand, déchiré entre son devoir envers le nouveau maître et sa conscience, obéit avec réticence. Samson fut informé avec les autres qu'il devait partir avant le coucher du soleil. Quand il reçut la nouvelle, il ne montra aucune émotion particulière. Il rassembla ses maigres possessions, dit au revoir aux autres hommes, puis se dirigea vers les portes du domaine. Mais avant de franchir le portail, il fit quelque chose d'inattendu. Il revint sur ses pas, traversa les jardins et entra dans le château. Les domestiques, surpris par son audace, ne tentèrent pas de l'arrêter, trop interloqués pour réagir. Il monta directement aux appartements d'Isabelle. Elle était là, debout près de la fenêtre, comme si elle l'attendait. Quand elle se retourna et le vit, son visage ne montra ni surprise ni peur. « Tu es venu me dire au revoir ?» demanda-t-elle doucement. « Non », répondit Samson. « Je suis venu vous demander une dernière chose. »« Quoi ? » ?»« Que vous me disiez la vérité. Pourquoi avez-vous brûlé les documents? Pourquoi maintenant ?» Isabelle le regarda longuement avant de répondre. « Parce que tu avais raison. Surtout, j'ai abusé de mon pouvoir, je t'ai utilisé. Je me suis menti à moi-même en pensant que c'était autre chose. Brûler ces papiers, c'était ma façon d'essayer de réparer. Même si c'est pathétique, même si c'est trop tard. Vous réalisez que sans ces papiers, nous sommes tous en danger, que nous pouvons être arrêtés, accusés de n'importe quoi. Je sais, j'ai été égoïste jusqu'au bout. J'ai cru que libérer officiellement signifiait quelque chose, mais je n'ai fait qu'empirer votre situation. » Samson s'approcha d'elle. Son visage était un mélange de rage, de tristesse et de quelque chose d'autre qu'Isabelle ne parvenait pas à identifier. « Pendant des mois, j'ai rêvé de ce moment, dit-il, le moment où je serai libre de partir, libre de vous quitter, libre de laisser tout cela derrière moi. Et maintenant qu'il est là, je me rends compte que je ne suis pas libre. Je ne le serai jamais, parce que vous êtes en moi maintenant, dans ma tête, dans mes rêves, dans ma rage. Vous m'avez contaminé. Je suis désolé. Arrêtez de dire ça, cria-t-il soudain, sa voix résonnant dans la pièce. Vos excuses ne servent à rien. Elles ne changent rien à ce qui s'est passé, à ce que vous m'avez fait devenir. Il leva les mains et Isabelle vit qu'il tenait quelque chose. Une chaîne, fine mais solide, probablement récupérée dans les anciennes écuries où il avait été logé au début. « Vous savez ce que c'est » demanda-t-il en la faisant tournoyer lentement. « C'est le symbole de tout ce que j'ai enduré. De toutes les nuits où vous m'avez appelé, où vous m'avez commandé, où vous m'avez utilisé comme un objet. Cette chaîne, c'est votre pouvoir sur moi. Samson, je t'en supplie. Vous suppliez? Vous? C'est ironique, non? Maintenant c'est vous qui suppliez. » Il s'approcha encore, la chaîne tendue entre ses mains. « Je pourrais en finir maintenant. Utiliser cette chaîne pour faire ce que j'aurais dû faire il y a des semaines. Vous étrangler avec, vous faire comprendre vraiment ce que ça fait d'être impuissant. » Isabelle ne bougea pas. Elle le regardait droit dans les yeux. « Alors fais-le. Si c'est ce qu'il faut pour que tu sois libre, fais-le. Vous ne comprenez toujours pas.
dit Samson, sa voix se brisant. Je ne veux pas vous tuer, c'est ça le pire. Après tout ce que vous m'avez fait, après toute cette humiliation, cette souffrance, je ne veux pas vous tuer. Parce qu'une partie de moi, une partie tordue et malade de moi, tient encore à vous. Il laissa tomber la chaîne par terre avec un bruit métallique. Et ça me rend malade, ça me dégoûte, qu'après tout ça, après avoir compris ce que vous êtes vraiment, je puisse encore ressentir quelque chose pour vous. Samson, non, laissez-moi finir. Je pars maintenant. Je vais quitter ce domaine, cette région, peut-être ce pays si j'en ai la chance. Et je vais passer le reste de ma vie à essayer de vous oublier, à essayer d'arracher cette partie de moi qui vous appartient encore. Mais je veux que vous sachiez quelque chose avant de partir. Il prit son visage entre ses mains, un geste d'une douceur terrible compte tenu de la violence de ses paroles. Je veux que vous viviez longtemps, madame. Je veux que vous ayez beaucoup d'années devant vous, parce que je veux que vous portiez le poids de ce que vous avez fait. Je veux que chaque nuit, quand vous fermerez les yeux, vous pensiez à moi. Je veux que ma présence vous hante jusqu'à votre dernier jour. C'est ma vengeance, pas votre mort, votre souvenir. Il l'embrassa alors, un baiser violent et désespéré, puis la repoussa brusquement. Adieu, Isabelle. Il se dirigea vers la porte. Isabelle, tremblante, cria « Attends !» Mais il ne se retourna pas. Il sortit de la pièce, laissant Isabelle seule avec la chaîne tombée à ses pieds. Ce qui se passa ensuite reste confus dans les témoignages. Plusieurs domestiques affirmèrent plus tard avoir entendu des cris venant des appartements de la comtesse, d'autres un grand fracas. Quand ils se précipitèrent enfin dans la chambre, ils trouvèrent Isabelle effondrée sur le sol, la chaîne enroulée autour de son cou. Elle était vivante, mais à peine consciente. Ses mains portaient des marques, comme si elle avait lutté. Son visage était rouge, presque violet, et dans ses yeux, une expression de terreur absolue. Les recherches commencèrent immédiatement. Samson avait disparu. On ne le retrouva jamais. Certains dirent qu'il s'était enfui dans les bois, d'autres qu'il avait atteint le port et embarqué sur un navire. Une rumeur plus sinistre prétendait qu'Édouard de Valcourt, furieux de la disparition de ses domestiques contractuels et des documents qui les concernaient, avait envoyé des hommes à sa poursuite et que Samson avait été retrouvé mort dans un fossé quelques jours plus tard. Mais aucun corps ne fut jamais produit. Isabelle survécut à l'attaque, si c'en était une. Les marques sur son cou disparurent progressivement, mais quelque chose en elle s'était définitivement brisé. Elle prétendait ne pas se souvenir de ce qui s'était passé exactement. Tantôt elle disait que Samson avait tenté de l'étrangler avant de fuir, tantôt elle semblait suggérer qu'elle avait essayé de se faire du mal à elle-même. Édouard, pragmatique, étouffa l'affaire autant que possible. Officier, un esclave avait attaqué sa maîtresse avant de s'enfuir. On alerta les autorités, on promit une récompense pour sa capture, mais l'enquête s'enlisa rapidement. Sans les documents prouvant le statut de Samson, sans témoins clairs de l'agression, sans corps, l'affaire devint juste une rumeur de plus associée au domaine maudit de Valcourt. Les autres domestiques contractuels disparurent également, se dispersant dans la nature. Certains parvinrent peut-être à refaire leur vie ailleurs, à se fondre dans la population sans attirer l'attention. D'autres furent probablement moins chanceux. Isabelle vécut encore 43 ans. Édouard, pressé de retourner à ses affaires à Paris, la laissa en résidence au château moyennant un paiement annuel symbolique. Elle ne se maria jamais. Elle ne quitta pratiquement jamais le domaine. Les années passant, elle devint une figure de plus en plus recluse, vivant principalement dans ses appartements, refusant la plupart des visiteurs. Les domestiques qui restèrent à son service racontaient des choses étranges. Isabelle parlait parfois toute seule, semblant tenir des conversations avec quelqu'un d'invisible. Souvent, tard dans la nuit, on l'entendait pleurer. D'autres fois, elle riait, un rire inquiétant qui glaçait le sang. Elle avait aussi pris l'habitude de garder une chaîne dans sa chambre, la même chaîne qui avait été trouvée près d'elle le soir de l'agression présumée. Elle la manipulait pendant des heures, la passant entre ses doigts, la regardant fixement comme si elle pouvait y lire quelque chose. En 1815, alors qu'Isabelle avait 61 ans,
le curé du village voisin fut appelé au château. Il trouva la comtesse alitée, visiblement mourante. Elle voulait se confesser. Ce que le curé entendit ce jour-là ne fut jamais révélé publiquement, protégé par le secret de la confession. Mais le prêtre, un homme d'ordinaire jovial et robuste, sortit de la chambre d'Isabelle Blanc comme un linge, tremblant, refusant de parler de ce qui s'était dit. Il consigna néanmoins quelques notes dans son journal personnel, découvert des décennies plus tard. Ces notes étaient fragmentaires, presque incohérentes, mais elles suggéraient que la comtesse avait confessé quelque chose de terrible, quelque chose qui dépassait les simples péchés d'orgueil ou de luxure. Une phrase en particulier se détachait. Elle a dit qu'elle avait tué quelque chose en lui, et qu'en retour, il avait tué quelque chose en elle, et que maintenant ils étaient tous les deux morts, tout en continuant à vivre. Elle a dit qu'elle attendait chaque nuit qu'il revienne finir ce qu'il avait commencé, mais qu'il ne revenait jamais. Elle a dit que c'était sa vraie punition, pas la mort, mais l'attente de la mort. Isabelle de Valcourt mourut 3 jours après cette confession. Elle fut enterrée dans le petit cimetière du domaine, dans une tombe sans ornement, marquée seulement de son nom et de ses dates de naissance et de mort. Aucun membre de la famille ne vint à l'enterrement. Les quelques domestiques encore à son service étaient les seuls présents. Le château de Valcourt fut progressivement abandonné après sa mort. Les héritiers trouvèrent la propriété encombrée de dettes et préférèrent la vendre. Elle passa entre plusieurs mains au cours du XIXe siècle, mais aucun propriétaire ne resta longtemps. Le bâtiment développa une réputation sinistre. On disait qu'on y entendait des bruits étranges la nuit, des chaînes qui cliquetaient, des voix qui murmuraient. En 1840, un notaire chargé d'inventorier le contenu du château en vue d'une vente découvrit dans les décombres d'une aile partiellement effondrée une boîte de plomb scellée. À l'intérieur se trouvait un journal intime rédigé d'une écriture serrée et nerveuse. C'était le journal d'Isabelle, tenu pendant les dernières années de sa vie. Les entrées étaient souvent décousues, parfois incompréhensibles, mais elle racontait dans un détail glaçant l'histoire de sa relation avec Samsun. Certaines pages avaient été arrachées, d'autres étaient tachées de ce qui semblait être des larmes. La dernière entrée, datée de quelques semaines avant sa mort, disait simplement « Il ne reviendra jamais. Je le sais maintenant. Il a tenu parole. Sa vengeance n'était pas ma mort, mais ma vie. Chaque jour que je respire est un jour de plus où je me souviens. Chaque nuit que je passe seul est une nuit de plus où je le vois dans mes rêves, où je sens ses mains autour de mon cou, où j'attends qu'enfin il serre et mette fin à tout cela. Mais il ne serre jamais. Dans mes rêves, comme dans la réalité, il me laisse vivre. Et vivre est devenu la pire des tortures. » Le notaire, troublé par ce qu'il avait lu, choisit de sceller à nouveau le journal et de ne jamais en parler publiquement. Il fut retrouvé des années plus tard, après sa propre mort, caché dans ses archives personnelles. Quant à Samson, on ne sut jamais ce qu'il devint. Aucune trace officielle de lui n'existe après son départ du domaine de Valcourt. Certains historiens ont tenté de retrouver sa piste, cherchant dans les registres des ports, dans les archives coloniales, dans les documents relatifs aux esclaves affranchis ou fugitifs. Mais sans son vrai nom, sans document, sans même une description précise au-delà de sa stature remarquable, leurs recherches se heurtèrent toujours à des impasses. Une légende locale persista néanmoins pendant longtemps. On racontait qu'un homme correspondant à sa description avait été aperçu dans la région pendant des années après son départ. Toujours de loin, toujours la nuit, observant le château depuis la lisière des bois. Les paysans qui prétendaient l'avoir vu disaient qu'il restait là, immobile, pendant des heures, fixant les fenêtres des appartements qui avaient été ceux d'Isabelle. D'autres affirmaient qu'il était revenu la nuit de sa mort, qu'il était entré dans le château par une porte dérobée, qu'il était monté jusqu'à sa chambre, que peut-être finalement il avait été là, dans l'ombre, quand elle avait rendu son dernier souffle, que peut-être elle ne l'avait pas attendu en vain. Mais ce ne sont que des rumeurs, des histoires que les villageois se racontaient à la veillée. Rien de tout cela n'a jamais été prouvé.
Ce qui est certain, c'est que l'histoire de la comtesse de Valcourt et de l'homme qu'on appelait Samson a laissé une marque indélébile sur la région. Pendant des générations, on a évité de parler de cette affaire ouvertement. Les archives paroissiales qui mentionnaient le domaine de Valcourt pendant cette période sont curieusement incomplètes, certaines pages ayant été visiblement arrachées. Le château lui-même tomba progressivement en ruine. En 1887, exactement 100 ans après les événements, il fut partiellement détruit par un incendie d'origine inconnue. Les ruines qui subsistent aujourd'hui sont à peine reconnaissables, envahies par la végétation, évitées par les habitants locaux. Quelques éléments survivent néanmoins, préservés dans diverses archives départementales. Le registre paroissial, avec son annotation énigmatique. Des fragments du journal d'Isabelle, conservés dans une collection privée. Des lettres du curé qui l'a confessé, écrites à son évêque pour demander conseil face à ce qu'il avait entendu. Et puis, il y a cette chaîne, retrouvée lors des fouilles archéologiques menées dans les ruines du château dans les années 1960. Une chaîne fine, mais solide, en fer forgé, portant des traces de sang séché dans ses maillons. Elle est aujourd'hui conservée dans un musée régional, étiquetée simplement comme « chaîne d'esclaves, 18e siècle, provenance domaine de Valcourt ». Les visiteurs du musée passent souvent devant, sans s'arrêter. Ce n'est qu'un artefact parmi d'autres, un témoin anonyme d'une époque révolue. Peu d'entre eux connaissent l'histoire associée à cet objet. Et même ceux qui la connaissent ne savent pas vraiment ce qui s'est passé. Était-ce vraiment une tentative de meurtre? Ou était-ce quelque chose de plus complexe, de plus sombre? Samson est-il vraiment revenu cette nuit-là pour finir ce qu'il avait commencé? Ou Isabelle s'est-elle fait cela à elle-même dans un désir tordu d'auto-punition? A-t-elle vraiment été victime? Ou était-elle la seule coupable de ce qui s'est passé? Ces questions restent sans réponse. L'histoire de la comtesse de Valcourt et de Samson est comme tant d'autres histoires du passé. Fragmentaire, ambiguë, ouverte à de multiples interprétations. Les documents qui pourraient éclairer définitivement les événements ont été détruits, perdus ou délibérément dissimulés. Ce qui reste, c'est une histoire troublante sur le pouvoir et la vulnérabilité, sur le désir et la destruction, sur la façon dont les êtres humains peuvent se briser mutuellement tout en restant inexplicablement liés. Une histoire qui pose plus de questions qu'elle n'apporte de réponses. Vous croyez que tout a été révélé? Pensez-vous que nous connaissons toute la vérité sur ce qui s'est passé dans ce château isolé pendant ces mois terribles de 1777? Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez vraiment de cette histoire. Était-ce un crime passionnel, une vengeance ou quelque chose de plus complexe et de plus sombre encore? Si cette histoire vous a fasciné, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à la partager avec ceux qui, comme vous, aiment plonger dans les mystères sombres de notre histoire, car le passé regorge de secrets semblables, enterrés dans les archives, oubliés dans les ruines, attendant simplement qu'on les exhume. L'histoire d'Isabelle de Valcourt et de Samson nous rappelle que les chaînes les plus solides ne sont pas toujours celles qu'on peut voir. Parfois, les chaînes les plus cruelles sont celles que nous forgeons nous-mêmes, que nous imposons aux autres ou que nous acceptons de porter. Et parfois, ces chaînes continuent à nous lier longtemps après qu'elles aient été brisées. Dans les archives départementales où tout a commencé, le registre paroissial avec son annotation tremblante reste accessible à ceux qui savent où chercher. Que Dieu pardonne ce qui s'est passé au domaine de Valcourt, que personne ne parle jamais de cette nuit. Mais quelqu'un en a parlé. Plusieurs personnes, en fait, à voix basse, en fragments, en murmures. Et ces murmures se sont assemblés avec le temps pour former une histoire. Une histoire qui n'a peut-être jamais été complètement vraie, mais qui n'a jamais été complètement fausse non plus. C'est cela, le véritable mystère de l'histoire. Pas ce qui s'est réellement passé, mais pourquoi nous continuons à en parler, pourquoi ces événements d'il y a plus de 2 siècles nous fascinent encore, nous troublent encore, nous obligent encore à nous poser des questions sur nous-mêmes. Parce qu'au fond, l'histoire d'Isabelle et de Samson n'est pas seulement leur histoire.
C'est une histoire sur le pouvoir que nous exerçons les uns sur les autres, sur les désirs qui nous poussent à franchir des lignes que nous pensions infranchissables, sur les conséquences de nos actes qui nous poursuivent bien au-delà du moment où nous les commettons. C'est une histoire sur le fait que nous sommes tous, d'une certaine façon, à la fois la comtesse et l'esclave, à la fois ceux qui tiennent la chaîne et ceux qui la portent, et que parfois, la ligne entre les deux est beaucoup plus floue que nous aimerions le croire. Le château de Valcourt n'est plus. Isabelle et Samson sont morts depuis longtemps, si jamais ils ont vraiment existé tels qu'on les a décrits. Mais leur histoire persiste, comme une cicatrice dans la mémoire collective de la région, comme une question qui refuse de se laisser oublier. Et quelque part, dans une boîte d'archives poussiéreuse, une chaîne brisée attend toujours qu'on lui demande de raconter sa version des événements. Mais les chaînes ne parlent pas. Elles se contentent de témoigner silencieusement de ce que les humains sont capables de s'infliger les uns aux autres, au nom du désir, du pouvoir, ou de cette chose terrible et magnifique que nous appelons parfois, à tort, l'amour.